Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. Renforcement de capacité des militaires béninois sur les techniques d'intervention en mer. La formation est assurée par les marins belges. C'est dans le cadre de la coopération entre le Bénin et la Belgique. La radicalisation et l'extrémisme violent chez les jeunes au centre d'un séminaire international à Cotonou. Les experts de la sous-région réfléchissent sur cette problématique afin de préserver la jeunesse africaine. Et puis la COP22 a démarré aujourd'hui à Marrakech au Maroc. Une bonne nouvelle pour les 195 pays présents. L'accord de Paris est ratifié par 97 États. Bonsoir à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, coopération bénino-belge, des marins belges forment depuis le 30 octobre dernier des militaires béninois. L'objectif est de mieux les outiller sur les techniques d'intervention en mer. Bénédicte Posso et Blaise Adampo ont suivi la séance d'exercice. Regardez. Des militaires béninois en plein exercice sous l'ordre des marins belges. C'est une série d'entraînements qui démarre. La finalité est de renforcer les aptitudes de la marine béninoise en toutes circonstances à des interventions en mer. On est ici dans le cadre du MCB, c'est Maritime Capability Building. Donc ça veut dire qu'il y a une coopération entre la Belgique et la Bénin pour faire des instructions des équipes de l'abordage contre la lutte piraterie. Le travail en équipe, ça c'est un de notre objectifs. Travailler dans toute sécurité avec leurs armes et avoir une attitude très professionnelle à rapport des bateaux qui vont faire l'abordage. C'est un exercice qui permet aux éléments de la marine d'intervenir efficacement sur un navire éventuellement attaqué ou un navire qui se trouve déjà sur les eaux territoriales du Bénin. C'est un exercice qui se passe en mer. Donc, le faire sur la terre, je ne vois pas si ça vous pèse vraiment. Non, je ne vois pas. Mais c'est un exercice qui se passe en mer. Et les couloirs, on les considère comme si des couloirs du navire, du bateau. Le métier du militaire, du marin, c'est s'entraîner tous les jours et chaque fois pour être apte à toute éventualité sur la mer, c'est tout. La formation prend fin vendredi par une démonstration des militaires béninois au port autonome de Cotonou. L'Union économique et monétaire ouest-africaine à Cotonou. Pour 72 heures, les pays membres veulent réfléchir sur l'avenir de l'Union. C'est par l'entremise d'un atelier de prospective du schéma de développement de l'espace régional de l'UEMOA horizon 2040. Martial Guédégan pour plus de détails. C'est un atelier qui s'inscrit dans le cadre de la mission d'intégration régionale de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA. 8 pays qui veulent œuvrer en faveur d'une perspective régionale et continentale basée sur une cohésion économique sociale, une compétitivité plus grande et plus équilibrée des territoires. La rencontre vient en réponse à la politique d'aménagement du territoire communautaire adoptée en 2004 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Un renouveau qui se base sur 4 axes principaux. La promotion de l'aménagement du territoire communautaire dans les missions publiques des États. L'accélération de la réalisation concertée de grandes infrastructures et équipements communautaires ainsi que la définition d'une armature urbaine régionale. L'orientation spatiale de la mise en valeur des potentialités de l'Union pour renforcer la complémentarité, la compétitivité et la meilleure insertion des pays membres dans l'économie régionale et mondiale. Le développement de la solidarité communautaire et le renforcement de la cohésion sociale. L'enjeu est perçu et bien maîtrisé par le ministre d'État chargé du plan et du développement. Le monde vit actuellement l'ère des grands ensembles qui se constituent dans le cadre de la régionalisation, mise à l'ordre du jour par la mondialisation. La nécessité d'élargir les marchés et les complémentarités économiques milite en faveur d'une intégration régionale supranationale
à même de construire un espace stable et compétitif. Étant moi-même à l'origine des travaux techniques ayant amené la création de la commission de l'UEMOA, je ne peux que vous dire la pertinence et la nécessité de nous mettre ensemble et de mutualiser nos ressources et nos contraintes. Tout ça pour un développement harmonieux, durable, inclusif, gage de paix. Un tour en Ouida, les filles et fils de Ouida ont un nouveau creuset pour le développement de leur commune. Son nom, Kofo Vico, la conférence des forces vives des filles et fils de Ouida. Mais pourquoi l'initiative et quels sont les intérêts que vise ce creuset? Anne Sika Adjaï, une initiatrice du creuset, nous en parle. Elle est au micro de Hawa Chérif. Le forum de Ouida que nous avions nommé Kofo Vico, la conférence des forces vives de la commune de Ouida. C'est une conférence initiée pour permettre à tous les fils et filles de Ouida de se retrouver autour d'une table pour discuter du développement de Ouida. Donc faire l'état des lieux, identifier les goulots d'étranglement et puis faire des propositions d'avenir pour le développement de Ouida. Vous savez que Ouida, c'est une ville historique, c'est l'une des premières villes historiques, mais qui végète aujourd'hui dans une léthargie totale. Donc on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Bien sûr qu'il y a eu des communications, disons que de ces communications découlent effectivement des recommandations. Nous avions la première communication qui parle du développement de la commune de Ouida, perspective et puis avenir. La deuxième communication qui parle de la décentralisation. Nous avions un gros problème à Ouida, c'est le foncier. Nous avions la mafia foncière. Oui, sans une sécurité foncière, on ne peut pas parler de développement non plus. Donc nous avions l'affaire à eau, où, disons, un seul individu se dit qu'il possède plus de la moitié du territoire de Ouida. Et nous avions ce qui caractérise aussi Ouida, la culture. Donc il y a une communication sur la culture, l'industrie du tourisme. Et de ces recommandations, nous pouvons dire que l'une des grandes recommandations, c'est de mettre en place une agence de reconstruction et de réhabilitation de la ville de Ouida. Ceci étant, ce qui nous encourage, c'est que la plupart du temps, ce sont de grandes messes qui sont dites. Nous sommes habitués et tout le monde est sceptique. Mais cette fois-ci, nous avions beaucoup plus confiance. On passe maintenant à cette interrogation. Comment prévenir la radicalisation et l'extrémisme violent chez les jeunes? La question fait l'objet d'un séminaire international qui regroupe à Cotonou les cadres des ministères en charge de la jeunesse, des sports, des pays francophones. Edmond Humbo et Alain Dossio pour le point. La montée de l'extrémisme dans le monde gagne progressivement le milieu de la jeunesse. C'est fort de ce constat que l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et la Conféges ont voulu apporter leur contribution pour contrer ces déviances qui mettent en mal nos sociétés. Car il s'agit de mobiliser la jeunesse pour construire l'Afrique. La rencontre de Cotonou qui rassemble les pays membres d'Afrique francophone vise à susciter la réflexion sur la question. Ces dernières années, cette radicalisation a amené certains de nos jeunes à se retourner contre nous-mêmes et à commettre des actes de terreur inouïs par leur caractère violent et aveugle, c'est-à-dire sans discernement. Cette violence, qui est l'expression d'une certaine haine, est aussi un rejet du vivre ensemble, de la diversité, de la paix, de l'état de droit, qui sont des valeurs si chères à la francophonie. Le ministre des Sports a fait observer que la jeunesse béninoise n'est pas engagée dans l'extrémisme religieux, même si la menace n'est pas loin du Bénin. Le Bénin, à travers la mise en œuvre d'une politique orientée sur l'implication des jeunes eux-mêmes dans un certain nombre d'initiatives, de projets et même de réflexions, réussit pour l'instant à éduquer, sensibiliser les jeunes et à les orienter sur ce qui pourrait être avantageux pour eux. Le Bénin est fier de partager cette expérience avec les pays de l'espace francophone, les pays frères et amis, mais le Bénin reste également humble et souhaite apprendre des expériences des autres pays. Plusieurs communications sont prévues pendant les 2 jours de ce séminaire qui rassemble les cadres des ministères en charge de la jeunesse des pays africains. Il s'agit pour eux de jeter les idées pour l'élaboration des politiques publiques de jeunesse et la prévention de la radicalisation
et de l'extrémisme violent chez les jeunes. 24e édition de la journée de l'écrivain ce 7 novembre, une journée choisie par la communauté internationale pour rendre hommage aux écrivains africains. Pour marquer cet événement au Bénin, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de Donatien Guaguidi, un écrivain béninois, pour avoir ses avis sur cette célébration. Écoutons-le au micro de Patrick Diosso. Au niveau béninois, au niveau de notre pays, le Bénin, je pense que c'est de faire de cette journée de ne pas en faire seulement une journée de célébration, mais de prendre cette journée quand même pour faire hommage réellement à l'écrivain béninois. De réfléchir autrement à cette profession, de réellement honorer ceux qui continuent malgré les péripéties, malgré tout ce que nous avons comme problème par rapport à la lecture, tous ceux qui continuent d'écrire. Je pense que c'est important que les autorités en charge de la culture puissent réfléchir autrement pour honorer ceux-là qui continuent d'écrire. Lire, c'est très important dans la vie, dans la construction d'un homme. Si on ne fait rien pour qu'il puisse avoir cet engouement-là, pour qu'il puisse être dopé, pour quand même continuer à écrire. Je pense que nous allons parler de la journée de l'écrivain africain et ramener à notre pays. Je pense que ce serait un vain mot. L'Internet, les technologies de l'information et de communication, quelle que soit leur place aujourd'hui, ne peuvent jamais remplacer le livre. Ça, on fait un tour dans le Septentrion. Aucune infrastructure scolaire digne du nom n'existe au groupe C de l'école primaire publique de Baka, dans la commune de Parakou. Les écoliers de ce groupe pédagogique suivent les cours en plein air, une situation qui a suscité ce reportage réalisé par Nestor Sela et Alexis Assoba. Nous sommes bien au groupe C de l'école primaire publique de Baka, une école située dans le 2e arrondissement de Parakou. Créé depuis 2008, le groupe C ne dispose pas d'un seul module de classe construit en matériaux définitifs. Elle avait été créée ayant 3 classes. Aujourd'hui, elle a évolué jusqu'à avoir 6 classes. Des 6 classes-là, nous avons un seul module construit en bois. Aujourd'hui, les 6 classes qui sont là, il y a 3 en apatam. On était obligé de laisser la classe du CM1 sous l'arbre. Une école mal lotie sur ce bâtiment construit en matériaux précaires par un opérateur économique de la ville de Parakou. Difficile de tenir des séquences de classe dans ces conditions. Ce tableau-là, regardez la grandeur de ce tableau et voyez les conditions. Les enfants sont exposés à chaque moment. Ils sont tenus de regarder à gauche et à droite. Quand ils ne suivent pas, ils sont distraits parce qu'il suffit qu'un véhicule passe. Ils auront leur regard tourné vers la route. Quand il pleut là, vraiment, on ne peut pas rester dans la classe. On est obligé de sortir pour aller rester dans une autre classe. S'il y a soleil là, même le maître de la classe, il est obligé de se déplacer avec sa table banc. Il y a une tôle de feu qui nous sépare. Si bien que si l'autre est en train de crier là-bas, fait son coup là-bas, ça gêne celui qui est à côté de lui. Ces conditions d'études ne sont pas sans impact sur le rendement des apprenants. Donc à la fin de l'année, on va dire qu'il n'a pas le résultat. Or, le résultat se prépare dès les CICM, pas au CM2 qu'on prépare le résultat de l'examen. Donc ces enfants-là, qu'est-ce qu'on peut retenir dans toute l'année? Là, c'est un cas. Maintenant, il y a les risques que ces enfants courent. Ils sont sous l'arbre actuellement. Le serpent perd sur l'arbre, il descend un jour. Une école qui n'a pas de bâtiment digne du nom, d'abord le travailleur est difficile. 8 ans après sa création, le directeur du groupe C ne dispose même pas de bureau. Une pilule amère avalée. Idem pour les écoliers de la classe de CM1. Ce qui est encore triste et décourageant, c'est que je suis à ma 30e année de service. Et mon bureau, c'est sous l'arbre là. Vous voyez que ça ne m'enchante pas, ça ne m'encourage pas. Quand la pluie tombe, on ne peut plus travailler. Notre école n'a pas de bâtiment. Sous l'arbre que les enfants restent. Et nous-mêmes qu'on vende à l'école, il n'y a pas là où on vend. Il faut nous aider.
Enseignants et parents d'élèves, plus qu'une doléance, c'est un cri de cœur. Que les autorités en place nous comprennent pour venir nous construire au moins un module de 3 classes. Nous souhaiterons au gouvernement de rupture, s'il peut venir en aide et à la population de Baka, ça serait un bon atout. Exposés à toutes les intempéries, ces apprenants ne souhaitent qu'une seule chose. Je veux en cas être dans une classe. Si ces écoliers seront les futurs cadres de demain, un minimum de confort s'impose pour une éducation de qualité dans un cadre adéquat. On parle santé, le cœur à l'honneur à Parakou. À compter du lundi 7 novembre, toute une semaine sera dédiée à cet organe vital. Confirmation donnée par le comité d'organisation à l'occasion d'un point de presse. Kolaole Boniface Biao. Célébration du cœur. L'événement est à sa 5e édition sur la terre des Kobourou. Cette année, toute une semaine lui sera consacrée. Cette journée se veut coller aux objectifs de la journée mondiale du cœur qui se fait chaque année le 29 septembre et qui s'est fixé pour objectif, premièrement, de faire connaître à la population les facteurs de risque cardiovasculaire, donc les maladies cardiovasculaires, les faire savoir comment les reconnaître et ensuite comment prévenir ces maladies cardiovasculaires. Éduquer les populations sur les mesures préventives à adopter passe par la réalisation d'une série d'activités. La première activité, c'est la caravane à travers la ville de Parakou. Le mardi, nous avons les campagnes de dépistage gratuits au profit de la population des facteurs de risque cardiovasculaire. Après cette activité, nous avons les séances de conférences à l'Institut français, ancien CCF, et cela ce sera mercredi. Donc pour joindre l'acte à la parole, nous avons les séances de gymnastique dans les salles de gymnastique qui sont gratuites. La grande marche du cœur aura lieu le samedi 12 novembre à 6h30 sur un itinéraire de 6,5 km. Le slogan de cette semaine est « Énergisez votre vie », d'où cet appel aux populations. Je voudrais lancer un vibrant appel à la population béninoise, particulièrement paraquoise, qui est appelée à travers cette 5e édition de la Semaine du Cœur à vraiment se montrer présente aux différentes activités. Des spécialistes sont mobilisés pour accompagner les populations dans le suivi de la santé de leur cœur, rassurent les organisateurs. Un mot de sport à l'occasion de lancement du centre Kodomo Judo Club de Parakou. Le public a eu droit à une démonstration des techniques de base de plusieurs sports de combat. Il s'agit de la lutte traditionnelle, de la boxe, du taekwondo, du wushu. Alexis Assoba et Federbe Agbado nous en disent davantage. Un public en effervescence dans la grande cour du centre Kodomo Judo Club, 6 au quartier Transat. Le judo, cet art martial japonais, s'ouvre aux autres sports de combat. Le judo appartient à la famille des arts martiaux. Alors, les arts martiaux, c'est tous les sports qui amènent l'homme à se défendre. Donc, à main nue ou avec des armes. Alors, le judo ne fait pas de la discrimination. Nous sommes une discipline qui reconnaît également l'existence des autres. Donc, le fair play sportif aussi voudrait que l'on ne se cloisonne pas, que l'on s'ouvre aux autres disciplines. Les combats de lutte traditionnelle et de lutte à la ceinture coréenne ouvrent le bal. Ensuite, place aux 2 combats de boxe dans les catégories des poids légers et lourds. Puissance, esquive et adresse caractérisent ces oppositions de style. Avec une grande souplesse, les taekwondoïnes présentent les techniques d'attaque et de défense. La grosse attraction de cette journée de combat est le passage impressionnant des pratiquants de wushu. Laïndé Falilou, surnommé Maître Li, ceinture noire 3e dan, sort la grande classe. C'est vraiment intéressant. Dans leur élan de contribuer au développement du sport dans le Septentrion, le bureau exécutif de l'association sportive Kodomo
ambitionne organiser une nuit des arts martiaux à Parakou. De belles démonstrations et on prend la direction de Marrakech. La 22e conférence des Nations Unies sur le climat a démarré ce lundi. Cette rencontre s'ouvre déjà sur une bonne nouvelle pour les 195 pays présents. L'accord de Paris est déjà entré en vigueur après sa ratification par plus de 100 États représentant plus de 67% des émissions de gaz à effet de serre. Les travaux se tiendront jusqu'au 18 novembre prochain. Ils doivent permettre d'accélérer la réduction du gaz à effet de serre avant 2020 afin de réduire l'impact des changements climatiques. Eh bien, on écoute maintenant deux personnalités françaises présentes à cette rencontre. La rencontre de Marrakech, bien sûr, on les écoute. Beaucoup de chefs d'État qui vont venir, mais surtout beaucoup d'acteurs de la société civile, très vivants, qui sont sur des actions concrètes, opérationnelles, sur les coalitions, etc., que je vais aider à avancer. Nous sommes en train d'enclencher une transformation globale de tous nos modes d'industrialisation, de consommation, qui nous interpelle sur le changement des pratiques au quotidien du citoyen. Nous avons un très bel exemple avec nous, Monsieur Picard qui a fait le tour du monde avec un avion solaire. Ça veut dire que c'est possible, nous pouvons le faire et donc nous devons être main dans la main avec les acteurs non étatiques, les acteurs ici, les partis qui sont en train de négocier. Vous allez assister cette semaine à une mobilisation exceptionnelle des acteurs non étatiques, des industriels, des territoires, de la société civile qui veulent ce changement parce qu'aujourd'hui on en a besoin tout simplement. Nous espérons entendre également les cadres béninois qui sont représentés à Marrakech. Fin de cette édition, le programme prévoit à partir de 20h30 le magazine Sans-Commentaire, un débat sur l'insécurité au Bénin et deux feuilletons, Les Choix de l'amour et Without You. Prenez le rendez-vous du journal du soir aux environs de 23h avec Héloïse Winator. L'actualité, c'est en continu sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très très bientôt.